Il y a quelques semaines, je vous ai demandé sur Twitter vos plus gros unpopular opinions sur la Formule 1 et croyez-moi que je n'ai pas été déçu. Aujourd'hui, on va revoir certaines des réponses et se poser des questions justement sur ces avis. Est-ce qu'ils sont réellement unpopular? Est-ce qu'il n'y a pas un petit débat quand même à avoir sur certaines de vos réponses? Si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, mettez un petit pouce bleu et surtout restez poli dans les commentaires. Le but de cette vidéo, ça va être de créer des débats forcément. La prod a choisi 9 tweets, donc on va pouvoir revenir là-dessus, mais chaque avis est bon à prendre. Donc s'il vous plaît, restez poli, argumentez dans les commentaires. On verra ce que ça donne. J'ai hâte de voir un petit peu votre avis sur ces tweets. Je les ai pas encore vus, donc on va les découvrir ensemble. C'est la prod qui les a choisis et on va tout de suite voir du coup quels sont vos plus gros unpopular opinions sur la Formule 1. Hop hop hop! Juste avant de continuer avec la vidéo, cette vidéo est sponsorisée par Gillette et il faut que je vous en parle. Depuis l'année dernière, vous le savez peut-être pas, mais j'ai rejoint la Gillette Gaming Alliance. Il s'agit de l'un des plus anciens programmes de Gillette et ce programme a pour but de prendre soin de la routine de rasage et de la barbe des hommes. Alors depuis le début de cette collaboration, on a fait pas mal de lives sur Twitch, sur différents jeux avec pas mal de défis. Et comme avant chaque live et principalement les réacs de Grand Prix, on regarde ça sur Twitch, n'hésitez pas à venir les week-ends de course voir la course avec nous. Je profite du coup des produits de Gillette pour prendre soin de ma barbe et pouvoir repartir à zéro avant que chaque week-end de course. Vous aurez un lien dans la description pour voir les différents produits de Gillette comme le Gillette Labs Razor. N'hésitez pas à aller faire un tour, c'est un produit qu'on a déjà évoqué en live sur Twitch. Pour tous ceux qui ont besoin de prendre soin de leur barbe, que ce soit de leur routine de rasage ou même de leur visage, n'hésitez pas, les produits sont dans la description, n'hésitez pas à aller faire un tour. Merci encore à Gillette de sponsoriser cette vidéo et de collaborer avec nous et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Alors avant de se jeter sur le sujet déjà et voir les différents unpopular opinion, il faut savoir ce que c'est qu'un unpopular opinion. C'est un avis donc controversé que vous n'assumez pas, mais que vous pensez. Et aujourd'hui, justement, on va essayer de voir quels sont les avis à contre-courant, parce qu'honnêtement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'avis qui peuvent paraître un petit peu frauduleux. Aujourd'hui, le but, c'est de voir si derrière, il n'y a pas un réel débat à lancer et des réelles questions à se poser. J'avais donc tweeté, pitié, je veux vos meilleurs unpopular opinion version F1, mais pas de troll, juste des trucs que vous n'osez pas dire devant tout le monde. Le lien du tweet sera dans la description si jamais vous voulez aller voir d'autres réponses et d'autres idées que certains ont eues. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Twitter, c'est gratuit, ça fait plaisir, je suis très actif. Et on va commencer par mon tweet, mon unpopular opinion. Moi, perso, je pense qu'en termes de talent, Oscar Piastri met une vitesse à Lando Norris. Bon, je sais, déjà, il y en a plein qui vont se dire, oh là là, ça commence très mal, etc. Pour moi, Lando Norris, en fait, est un très bon pilote. C'est un excellent pilote qui a de l'expérience, du talent, de l'intelligence de course. Là-dessus, il n'y a aucun débat. Mais pour moi, ce qu'a fait Oscar Piastri sur les 4 à 5 dernières années prouve très clairement que c'est un talent brut. On rappelle qu'Oscar Piastri a donc foudroyé la F3 et la F2, a eu une année, on va dire, sabbatique chez Alpine, et est arrivé en saison rookie aux côtés de Lando Norris, qui était un pilote quand même avec de l'expérience, qui avait 4 ans dans les pattes, et Oscar Piastri a su directement être au niveau de Lando Norris, sur des circuits qu'il ne connaissait pas, dans une équipe qu'il ne connaissait pas. Je pense qu'aujourd'hui, il manque quelque chose de crucial chez Oscar Piastri, c'est la niaque. Il lui manque ce côté, on va pas dire toxique, mais un petit peu méchant. Oscar Piastri est juste trop gentil dans son pilotage, dans ses radios, dans ses interviews. Alors c'est très bien d'avoir des pilotes gentils, je dis pas le contraire, mais tous les grands champions ont toujours été des bâtards. Désolé du terme, mais c'est vrai, je ne connais pas un grand pilote dans l'histoire de la F1 qui était super cool et qui a su écraser tous ses coéquipiers. Je pense que d'ici 2-3 ans, Oscar Piastri va devenir l'un des meilleurs pilotes de la grille. Il n'y a aucun doute là-dessus. La vraie question, c'est aussi de voir si McLaren va lui permettre d'exploiter, on va dire, son talent à pleine capacité. Est-ce que la voiture va lui permettre de montrer tout ce qu'il est capable de faire sur la piste? En tout cas, je sais que les fans de Norris, vous allez détester cet avis, mais moi perso, j'en suis convaincu que d'ici les 2 prochaines années, Oscar Piastri sera fréquemment devant Lando Norris. Et honnêtement, sur ce début de saison, Oscar Piastri est vraiment pas mauvais. Premier tweet du coup de cette vidéo, Madison qui nous tweet « Ocon est un pilote qui mérite une top team ». Alors lui, je sais qu'il va faire beaucoup parler et Esteban Ocon, c'est un sujet ultra sensible, j'ai l'impression, en France. Pour moi, Esteban Ocon mérite totalement une top team. Déjà, j'espère du plus profond de moi qu'Esteban Ocon remplacera Lewis Hamilton chez Mercedes. Je ne comprends pas pourquoi en France, alors à l'étranger c'est encore autre chose, mais je ne comprends pas pourquoi nous en France, on a 2 versions d'Esteban Ocon d'après la communauté F1. La première, c'est que c'est un très bon pilote, voilà, pilote un petit
petit peu sous-coté, sous-apprécié, qui a déjà prouvé, qui est très rapide et qui peut être un leader d'équipe comme il l'a été chez Alpine. La deuxième, c'est le considérer comme un pilote surcoté, nonchalant, pas talentueux. Je sais pas en fait d'où vient cette image d'Esteban Ocon. Je me permets quand même de vous le rappeler, mais Esteban Ocon, c'est donc un pilote vainqueur de Grand Prix en Formule 1. Il est monté plusieurs fois sur le podium, leader du projet Alpine depuis 2021. Quand il était chez Racing Point face à Perez, il a été capable directement de le mettre en difficulté. Donc d'un point de vue talent, Esteban Ocon, pour moi, il n'y a même pas de débat. Il est très très bon. Je mets un Esteban Ocon très clairement à la hauteur d'un Lando Norris. Oh, celui-là il va faire mal. Maintenant, est-ce que Esteban Ocon mérite une top team? Le mérite en Formule 1, c'est toujours un petit peu compliqué. Est-ce que Perez méritait une top team? Est-ce que Bottas méritait une top team? C'est toujours une question d'opportunité et d'être au bon moment, au bon endroit. Moi, je pense surtout ce qui fait défaut à Esteban Ocon actuellement, c'est un délit de faciès. Le problème d'Esteban Ocon, c'est qu'il a été face à Fernando Alonso et qu'il l'a battu, il faut le rappeler. Et donc forcément, tous les Espagnols et tous ceux qui étaient fans d'Alonso n'ont pas aimé Ocon. Il a tapé Sergio Perez chez Racing Point dans ses premières années, donc forcément, toute la communauté de Sergio Perez et toute la communauté hispanique déteste Esteban Ocon. Et pour nous, les Français, tout simplement, je pense que ce qui manque à Ocon, c'est ce que Charles Leclerc, Pierre Gasly, Lando Norris peuvent avoir, c'est ce côté un petit peu fashion, on va dire. Esteban Ocon, c'est pas le genre de pilote à aller faire des galas tous les week-ends. Esteban Ocon, c'est pas le genre de mec à étaler sa vie sur les réseaux sociaux, à avoir des voitures de fou furieux, et pourtant il en a. Esteban Ocon, c'est un mec qui aime sa vie tranquille, voilà, qui joue aux jeux vidéo, qui aime voyager, qui joue aux voitures télécommandées le week-end. Et je pense que y a des gens tout simplement qui n'aiment pas le caractère d'Esteban Ocon. Et ça, malheureusement, je peux rien y changer, lui non plus. Mais je mets quand même un point d'exclamation sur le talent d'Ocon, et je pense, c'est mon avis, mais je pense qu'Esteban Ocon est clairement sous-apprécié et sous-coté en Formule 1. Deuxième tweet de la part de Droit de King, il n'y a pas assez de Formule 1, je sais que c'est très dur pour les mécanos, mais mon rêve serait d'avoir une course chaque semaine de février à décembre. Je comprends pas ceux qui se disent fans, mais trouvent qu'il y a trop de grands prix, je regarde depuis 2001 et je suis heureux quand le calendrier est rallongé. Oh, ça c'est unpopular, ça c'est unpopular. Il y a un fond de vérité, je comprends, le fait que plus on a de courses, plus c'est intéressant, mais je suis pas d'accord. Une course par semaine jusqu'à décembre, ouah, frère, c'est beaucoup, hein. Je peux comprendre le débat de, voilà, plus on a de courses, plus il y a de l'activité, plus on voit les voitures, plus on est, entre guillemets, satisfait. Mais moi, je fais partie de la team qui dit, trop de F1, tue la F1. Pour moi, on est déjà à 24 Grands Prix, les gars. C'est énorme. 24 GP, on a quasiment une course toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines. On a des triple headers, des fois. On fait le tour des 4 coins du globe. Enfin, voilà, la F1, honnêtement, est présente quasiment de partout, du début jusqu'à la fin de l'année. Et rajouter des Grands Prix à une saison qui a 24 courses, ça me paraît inhumain. C'est un sujet de vidéo qui va arriver dans les prochaines semaines, justement, le calendrier en Formule 1 et la longueur du calendrier, on y reviendra dans une prochaine vidéo, mais faut pas oublier aussi que ce sont des humains, les gars. Les mécanos, les pilotes, la team de diffusion de la F1, Canal+, tous, ils ont une vie en dehors de la Formule 1, ils ont de la famille, ils ont des proches, ils aiment bien aussi faire autre chose que de la Formule 1, même si ça reste une passion, même si ça reste un métier de rêve. Faut savoir aussi dissocier les deux. Pour moi, le calendrier idéal, il se fait entre 17 et 20 Grands Prix. Ça vous permet d'avoir une saison où vous avez à peu près une course toutes les 2 semaines, ça vous permet de faire mars-décembre, je pense, en 17 ou 20 Grands Prix, vous pouvez faire le tour du monde, faire quasiment tous les continents, varier les styles de circuit, mais je suis pas du tout d'accord, honnêtement, avec un calendrier à plus de 24 GP. Ça me paraît clairement être une très très mauvaise idée, et surtout vu l'état de la Formule 1 en ce moment, si c'est pour voir 28 fois un doublé Red Bull, je pense que ça n'en vaut pas la peine. Oh là 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 là, Ishar qui nous dit Max, c'est que grâce à la voiture. Alors les emojis, les petits yeux sur le côté comme ça, si vous me suivez sur Twitter, c'est par rapport à un clip qui était sorti d'un de mes lives. Est-ce que Max, c'est que grâce à la voiture? Bien évidemment que non, Max Verstappen, tout n'est pas lié à la performance de la Red Bull. C'est un sujet forcément qui dure à travers les époques, c'est un sujet qui dure à travers les pilotes, les équipes. Est-ce que quand quelqu'un domine, est-ce que quand quelqu'un enchaîne les championnats du monde, est-ce que c'est uniquement lié à la performance de sa voiture? Est-ce que c'est lié uniquement au pilote? Est-ce que c'est un peu le mélange des deux? Moi, pour répondre à cette question, maintenant, je prends les mots de Toto Wolff qui avait donné une interview expliquant justement le rapport voiture-pilote dans une ère de domination en Formule 1. Vous prenez le meilleur pilote sur la grille et vous le mettez dans la pire voiture, la voiture qui est vraiment en dernière ligne. Au mieux, il remontera peut-être, allez, P15, P14, P13 si la course est un peu fofolle et qu'il y a de l'action. Mais si à l'inverse, vous prenez le pire pilote et que vous le mettez dans la meilleure voiture de la grille, il gagnera peut-être une ou deux courses, il prendra quelques pole positions, mais il ne gagnera jamais un championnat. Pour moi, en fait, clairement, il faut avoir une bonne voiture. Il faut avoir la meilleure voiture si tu veux dominer, si tu veux enchaîner les victoires, les titres, exploser les records. Tu peux pas faire ça avec une voiture du midfield. Maintenant, là où pour moi, Max Verstappen
Verstappen fait la différence, comparé peut-être à un Lewis Hamilton il y a quelques années, c'est que Max Verstappen, il a une soif de domination, il a une soif de perfection week-end après week-end. Si on reprend la domination Mercedes/Hamilton, je sais pas si vous vous souvenez, mais Hamilton, ça lui arrivait, voilà, il y a des week-ends où il était pas dans le rythme, il y a des week-ends où il terminait 5e, 6e, Mercedes faisait une mauvaise stratégie, et lui il était bon, bah voilà, tant pis, ça arrive, etc. Verstappen, le bouc termine 2e, t'as l'impression qu'on lui a volé son goûter. Petite statistique assez intéressante, mais Karun Chandhok revenait sur un passage qu'il avait vécu après le Grand Prix d'Azerbaïdjan 2023. Vous savez, la dernière victoire de Sergio Perez en Formule 1, et accessoirement, la dernière non-victoire de Verstappen, si on prend que les wins de Red Bull. Max Verstappen, après s'être fait battre à Bakou en 2023, avait dit « Je ne me laisserai plus jamais battre par mon coéquipier » et depuis, Sergio Perez n'a plus jamais gagné une course. C'est pour vous dire la mentalité en fait de Verstappen, et c'est ça très clairement qui pousse Verstappen à exploser les records. C'est que week-end après week-end, tout ce qu'il veut, c'est écraser la concurrence, il veut dominer, il ne veut pas se laisser passer au premier virage, il est pas là pour le beau jeu, il est pas là pour s'amuser, il est très clairement là pour gagner des courses et juste défoncer les records. Donc non, pour moi, Verstappen, c'est pas que la voiture. Pour moi, aujourd'hui, Max Verstappen est le meilleur pilote sur la grille, que vous le vouliez ou non, c'est le pilote le plus complet, que ce soit expérience, talent, gestion de course, intelligence de course, motivation, agressivité, défense. Pour moi, c'est le pilote qui a la meilleure note globale, on va dire. Et vous rajoutez à ça une Red Bull ultra dominatrice. Il faut être honnête, la RB20 aujourd'hui est largement meilleure que les autres. Les Ferrari s'approchent à peu près à 3 dixièmes en qualification, mais en course, c'est minimum 15 secondes d'écart. Donc vous avez le meilleur pilote dans une voiture dominatrice, forcément que ça fait une domination en Formule 1, comme Hamilton a pu le faire. Bref, on va pas tous les faire. Mais je pense que le jour où Verstappen n'aura plus la meilleure voiture, ça deviendra un petit peu plus compliqué. On verra d'autres pilotes gagner, mais même avec une voiture pas si dominatrice, je suis pas sûr que Verstappen ne gagne pas le championnat. Alors cette fois-ci, on a Dalmat N qui nous dit Leclerc ne sera jamais champion du monde. Oh là 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 là. Oh, il fait mal celui-là, il fait mal. Alors pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis un grand fan de Charles Leclerc depuis très longtemps. GP3, voilà, je sais même plus c'était en quelle année, 2016 si je dis pas de bêtises. Bref, c'est vrai que le débat Charles Leclerc champion du monde, c'est un débat qui revient très souvent. Est-ce que Charles Leclerc a les épaules pour être champion du monde? Est-ce que Charles Leclerc est assez talentueux, complet pour remporter un titre face à des Verstappen, Lewis Hamilton ou d'autres? Ça va me faire mal de le dire, mais je pense que aujourd'hui, si on prend sur ce qui s'est passé les 5 dernières années, peut-être que Leclerc n'est pas encore un pilote assez complet, on va dire, pour remporter un titre. Et je vous explique pourquoi. Le problème avec Charles Leclerc, c'est la couleur de sa voiture et le logo sur sa combinaison. Le mec roule pour Ferrari. Et si vous roulez pour Ferrari, vous avez beau être ultra talentueux, vous avez beau être ultra agressif, ultra intelligent, ça ne suffit pas. Je prends l'exemple, mais regardez, Alonso. Alonso, probablement l'un des meilleurs talents de l'histoire de la F1, n'a pas réussi chez Ferrari. Sébastien Vettel, quadruple champion du monde, domination, précocité chez Red Bull, n'a pas réussi. Charles Leclerc, le pauvre, il est arrivé après une saison dans les pattes quand même chez Ferrari, faut s'en rappeler. Et pour donner un peu de contexte, Leclerc a directement tapé Vettel, qui était donc le leader de la Scuderia Ferrari. Avec Carlos Sainz, j'avoue que d'année en année, ça peut dépendre. Si on reprend 2023, la saison de Vettel était très mauvaise. C'était pas Vettel, c'était Leclerc, pardon. Je pense que ce qui manque aujourd'hui pour Charles Leclerc pour devenir réellement un potentiel champion du monde chez Ferrari, c'est un côté un peu Dark Leclerc, un côté un peu méchant, leader d'équipe, dominateur, pas là entre guillemets pour l'amour et la passion du maillot, mais quelqu'un qui veut absolument atomiser les records et juste comme objectif de gagner tous les week-ends. Alors ça va peut-être arriver dans les prochaines années, peut-être que ça n'arrivera jamais, on sait pas. En tout cas, Leclerc est fidèle à la Scuderia Ferrari et il l'a déjà répété son amour pour la Scuderia. Je pense que Leclerc est pas prêt de partir de chez Ferrari. Mais du coup, j'ai hâte de voir la relation et surtout la différence entre Hamilton et Leclerc, là où Hamilton aura un petit peu moins, on va dire, de côté affectif avec Ferrari, vu qu'il sera nouveau, contrairement à Leclerc, et j'ai hâte de voir si la saison se déroule d'une façon différente en fonction des garages, ou alors si peut-être ça va faire évoluer la mentalité de Charles Leclerc en 2025. Mais oui, ça me trouve un petit peu le cul de le dire, mais Leclerc, pour l'instant, je pense, ne peut pas être champion du monde avec la Scuderia Ferrari. 5e avis, Raph qui nous dit, ça me fait mal de le dire, mais Daniel Ricciardo n'a plus sa place en Formule 1. Oh oui, le sujet. Daniel Ricciardo, c'est vrai que c'est le sujet un petit peu controversé, on va dire, en ce moment, parce qu'il est revenu l'année dernière. Il est revenu donc en milieu de saison. Il a fait seulement 2 courses avant de se blesser. Il est revenu en fin de saison, mais bon, rééducation, reprendre le rythme, etc. Et là, bon, le début de saison, on n'a que 2 courses pour l'instant, mais le début de saison, il n'est pas faramineux. En tout cas, moi, personnellement, je m'attendais à mieux du côté de Daniel Ricciardo. Je le voyais vraiment comme un leader établi qui allait vraiment mener l'équipe vers le haut. C'est pas le cas pour l'instant. Est-ce que Daniel Ricciardo n'a plus sa place en Formule 1? Je pense pas. Je pense que Daniel Ricciardo a toujours sa place dans une équipe comme AlphaTauri, par exemple. Là-dessus, j'ai aucun problème. Daniel Ricciardo reste un bon pilote qui peut faire de très belles performances, qui peut
surprendre sur des week-ends. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Daniel Ricciardo aura réellement sa place chez Red Bull en 2025? C'est ça l'objectif de Ricciardo et de Red Bull, c'était quand même de remettre Daniel aux côtés de Max Verstappen l'année prochaine. Mais pour l'instant, de ce que je vois, je suis pas convaincu par Daniel Ricciardo sur ce début de saison. Il se fait battre à la régulière et sur les 2 week-ends par Yuki Tsunoda. À Bahreïn, il termine devant grâce à une consigne d'équipe et à une stratégie désastreuse de la part de Racing Bulls qui a totalement ruiné Yuki Tsunoda. Donc on va attendre la mi-saison, on va lui laisser du temps à Daniel Ricciardo, bien évidemment, il est quand même de retour en Formule 1, mais pour l'instant, je peux comprendre que plein de personnes se posent des questions sur l'avenir de Ricciardo, et mine de rien, il commence à se faire vieux Daniel aussi, donc il faut aussi voir la réalité en face. Il va perdre en réflexe, il va perdre peut-être en rythme dans les prochaines années, et du coup, est-ce que la fin de la carrière de Daniel Ricciardo ne se rapproche pas? Ça, je vous laisserai me dire dans les commentaires, mais Raph, pour le coup, je suis pas totalement d'accord avec toi, mais attention, on refera une vidéo en fin de saison et on en reparlera. Oh là 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 là, Thilo. Russell ne gagnera jamais de championnat. Thilo, il a mis un point à la fin de son tweet, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose, c'est Russell ne gagnera jamais de championnat, point. Russell ne gagnera jamais de championnat, je pense pas. Figure-toi que moi, je pense que George Russell pourra gagner un titre si Mercedes revient un petit peu aux avant-postes, parce que là, bon, pour l'instant, Mercedes est réellement dans une spirale négative et dans un déficit de performance inexplicable, même pour l'équipe. S'attendait à avoir une bonne voiture après les essais hivernaux. Là, c'est la panique. Russell, très clairement, faut pas l'oublier, arrivé chez Williams, ultra performant. Il a tapé tous les coéquipiers qu'il a eu chez Williams, sauf Kubica en 2019. Oui, bon, on va pas revenir là-dessus. Il a été très très bon quand il est monté chez Mercedes en 2020 pour remplacer Lewis Hamilton. Première saison chez Mercedes, saison complète avec quasi aucune erreur. J'avoue que 2023 fait un peu tâche sur le CV, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'accidents de surconduite, voilà, dominé par Lewis Hamilton, donc ça fait un peu mal au moral. Mais il faut pas oublier que Russell va devenir le leader de Mercedes à partir de l'année prochaine. Hamilton dégage, il va chez Ferrari, et du coup Russell deviendra le pilote numéro 1, sauf si Alonso le rejoint. Et du coup, en tant que leader chez Mercedes, j'ose imaginer que si Mercedes arrive à pondre une bonne voiture en 2026, j'ose imaginer que George Russell va jouer le titre, et c'est un pilote plutôt complet, intelligent, rapide, très bon leader, très bon aussi politicien. Il a un très bon blabla là devant les médias et devant tout ça. Donc moi, je pense que George Russell a les capacités. Il a les clés pour gagner un championnat. La seule chose qui va lui manquer, peut-être, c'est la serrure, c'est la voiture. Voilà, la comparaison est catastrophique. Et là, bah du coup, on en rediscutera le jour où il aura une voiture comme Hamilton a pu l'avoir ces dernières années, Verstappen a pu l'avoir. Et on verra si Russell est capable ou non de gagner un championnat de Formule 1. Alors, on a Tiggy qui nous dit « La moitié des anciens tracés historiques européens sont dépassés et offrent aucun spectacle hors incident ou événement météorologique. » Aïe, 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 aïe. Alors, est-ce qu'il a vraiment tort? Parce que oui, on est nombreux à dire « Ouais, il faut garder les circuits historiques, on peut pas se passer de grands prix comme Monaco, comme Spa, etc. » Mais pour le coup, je le rejoins. Aujourd'hui, je suis désolé, mais il y a des GP comme Imola, par exemple. En fait, il y a des GP dans la globalité qui ne sont pas du tout adaptés aux voitures modernes. Quand on regarde des circuits comme, par exemple, le Qatar, Las Vegas, Jeddah, c'est des circuits, honnêtement, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Le circuit ressemble pas du tout à un circuit de Formule 1. C'est pas les standards qu'on attend. Mais au final, c'est ceux qui matchent le mieux avec la philosophie des voitures modernes. C'est ceux qui nous permettent d'avoir le meilleur spectacle, honnêtement. Imola, qui est un circuit magnifique, historique, mais ça va pas du tout avec les voitures récentes. Elles sont trop larges, trop grosses, on peut pas doubler. Il y a qu'une ligne droite. Donc, je suis pas totalement contre ton avis. Maintenant, j'aime pas non plus qu'on parte faire 12 Grands Prix aux États-Unis, faire 13 Grands Prix au Qatar et 12 Grands Prix, je sais pas où, tu vois. Pour le coup, moi, j'aime bien qu'on ait quand même une variété de styles de Grand Prix. Et ces GP historiques, comme tu dis, nous permettent quand même de garder une sorte d'âme un petit peu. Voilà, quand tu vas à Spa, quand tu vas à Monza, et c'est beau, le cadre est beau, l'histoire du circuit est beau, puis ça reste des circuits quand même, d'un point de vue pilotage pour les pilotes, ultra intéressant. Moi, je suis curieux du tracé de Qiddiya, qui remplacera Jeddah en 2027. Vous l'avez vu, on en a parlé dans un récap il y a quelques semaines pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite, mais je suis curieux de voir justement à quoi va ressembler ce circuit, parce que il a l'air en fait de regrouper aussi bien les spécificités d'un bon circuit, donc une piste assez large avec plusieurs trajectoires possibles, on retrouve des bacs à gravier, des échappatoires, et en même temps, c'est quand même un cadre assez nouveau, un cadre que la F1 n'a pas l'habitude de produire, donc je pense que ce sera peut-être le bon hybride pour avoir un circuit, on va dire, quasi parfait. Reste à voir le virage 1 et la rampe de lancement qu'on aura avec les voitures, mais bon, comme je vous l'ai dit, on a une vidéo qui arrive normalement la semaine prochaine sur le calendrier en Formule 1, donc on en reparlera plus en détail là-dessus, mais Tiggy, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Alors, on a Mascou qui nous dit Mazepin était le plus grand pilote de l'histoire. C'est le mec qui a rien compris. En vrai, Mazepin, est-ce que... Non, il n'y a pas de en vrai, je rigole. Non. Il n'y a pas de en vrai. Mazepin, c'est bon débarras. Heureusement qu'il est plus là. Question suivante.
Ouh, alors Blackstar Emile qui nous dit qu'en termes de pilotage, Fernando Alonso est top 5 all-time de l'histoire de la Formule 1. Alors ça, c'est un vrai débat sur Fernando Alonso, parce que on le sait, Alonso est un très bon pilote. Alonso, voilà, très talentueux, très agressif d'un point de vue pilotage, on n'a aucun débat là-dessus. Mais Alonso, au final, risque de finir sa carrière avec seulement 2 titres de champion du monde, alors qu'on voit des Hamilton qui en ont eu 7, Vettel en a eu 4, Verstappen en a eu 4. Dit, est-ce que Alonso n'aurait pas mérité peut-être un petit peu plus de titres? On rappelle, il perd le titre en 2007 de 1 point, il perd le titre en 2010, je sais plus exactement de combien, mais d'une dizaine de points si je dis pas de bêtises. Pareil pour 2012, donc déjà 3 titres de ratés, et à ça viennent s'ajouter les décisions catastrophiques, les choix de carrière de Fernando Alonso, aller chez McLaren Honda, retourner du coup chez Alpine, bref, c'était très compliqué pour Alonso. Mais d'un point de vue pilotage, je suis d'accord, honnêtement, avec Emile, je suis totalement d'accord que Alonso, d'un point de vue pilotage, c'est probablement l'un des meilleurs pilotes qu'on ait eu au volant d'une Formule 1. Entre l'agressivité, l'intelligence, les petits coups de pupute, les défenses, le bon rythme, en qualification ou en course, il a toujours su extraire le maximum, voire plus de la voiture qu'on lui donnait. Je vous laisse revoir la saison 2012 de Fernando Alonso, je vous laisse revoir le début de saison 2023 de Fernando Alonso, je vous laisse revoir son époque chez McLaren, alors pas Honda, hein, avant 2007, ou alors même chez Renault. Alonso a toujours été l'un des meilleurs pilotes de la grille, et ça pendant plus de 15 ans. Malheureusement, ce tweet, il met en avant un gros problème, je sais pas, mais en tout cas, il met en avant quelque chose en Formule 1, c'est que le talent n'équivaut pas au succès d'un pilote. Putain, c'est beau ce que je viens de dire, waouh! Ça prouve à quel point la F1 n'est pas seulement liée au talent du pilote, mais aussi à la combinaison entre l'équipe, la voiture et le pilote. Il est là le gros point noir de Fernando Alonso, c'est la gestion humaine et le caractère du pilote. Si on reprend sa carrière, avant Aston Martin chez Alpine, ça s'est mal fini, la saison 2022 très frustrante, il a tout de suite fait comprendre que ça allait pas du tout, au final, ils ont cassé le contrat. Avant ça, on a eu McLaren Honda, où il n'a jamais réussi à supporter les échecs d'Honda, et il a tout de suite détruit Honda en place publique, et du coup, le projet n'a jamais réussi à se lancer proprement. On revient avant ça avec Ferrari, où Ferrari, ça aurait pu bien se passer. On a frôlé 2 titres du côté espagnol, mais malheureusement, ça a totalement flop à la fin 2013-2014. C'était une guerre interne et tout le monde essayait de se détruire en interne. Et puis même si on remonte un petit peu plus loin, 2007 avec McLaren, les tensions et le Spygate. Renault, pareil, ça a été compliqué une fois qu'il a eu gagné les 2 titres. Bref, vous l'avez compris, Alonso a un caractère de cochon et malheureusement, ça peut coûter cher en Formule 1 et c'est probablement qu'il lui a coûté plusieurs titres dans sa carrière. Bon, et écoutez, ça a été 9 tweets intéressants pour le coup, des avis assez divers et variés. Je suis pas totalement contre la plupart. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires. N'hésitez pas à argumenter bien évidemment en fonction du sujet que vous allez prendre. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Twitter et à mettre pourquoi pas votre réponse au tweet. Ça pourrait être ultra intéressant peut-être de faire une partie 2 ou de faire un autre format un petit peu comme ça sur les réseaux sociaux où on vous demande votre avis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires bien évidemment, à mettre un petit j'aime et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, passez tous une bonne semaine, faites attention à vous et portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao ciao.